Hello, aujourd'hui on va parler de Snowpiercer. Je crois que ça se prononce comme ça mais je suis pas sûre, donc je crois qu'il y a un titre français mais je m'en souviens pas. En tout cas c'est une série Netflix que j'ai dévorée. La personnage principale, une des personnages principales, qui est Mélanie Cavill. Dans la série elle s'appelle comme ça, mais c'est l'actrice Jennifer Connelly qui l'interprète. Et j'ai envie de vous faire aujourd'hui la vidéo une coach analyse. Vous voyez que c'est un peu différent, là on va dans le domaine du cinéma. Le but c'est d'analyser des extraits ou un personnage de youtubeurs, de télé-réalité, d'instagrammeurs, d'acteurs, bref, peu importe, l'analyser sous le point de vue d'une coach. Je suis moi-même coach business et coach en émotion et Mélanie Cavill, et j'avais trop envie d'analyser. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ça, c'est-à-dire que je vais pas analyser la série en tant que telle, mais bien l'évolution de ce personnage-là, les problématiques qu'elle a, les problématiques de coaching finalement qu'elle a, toutes les personnes qui sont inspirées par ce type de personnes aussi en général, qu'est-ce que ça veut dire sur vous, et les solutions qui sont possibles pour vous. Comme d'habitude, si tu veux me donner des inspirations de prochaines personnes que tu as envie que j'analyse dans cette série de vidéos, une coach analyse, tu me le mets en commentaire, j'irai voir. Commençons. J'ai envie de parler du lien entre l'émotionnel, le professionnel, le personnel de Mélanie Cavill du coup. Et j'ai aussi envie de faire un petit aparté sur la partie polarisation des décisions qu'elle doit prendre. Tu sais que c'est quelque chose qui m'inspire quand même pas mal. On en a parlé notamment dans la dernière analyse que j'ai fait. Je te le mettrai dans le titi. Je parlais justement de ce que c'était le fait de polariser et je t'en ai parlé aussi sur la chaîne principale dans ma dernière vidéo, pourquoi on ne parle pas d'argent en France. Je vais quand même te faire un petit résumé de ce que c'est Snowpiercer si tu l'as pas du tout regardé. Il y aura des spoils dans la vidéo, donc il vaudrait mieux quand même que tu ailles le regarder, ou alors tu sais que tu le regarderas jamais et ça t'inspire quand même. La guerre a rendu la Terre encore plus chaude. Sa glace a fondu et toutes les espèces ont disparu. Alors les hommes de science ont tenté de refroidir la Terre pour remédier aux dommages qu'ils avaient causés. Mais au lieu de cela, ils l'ont gelée jusqu'au cœur. Seul Monsieur Wilford, le grand visionnaire, avait anticipé la catastrophe et préparé une arche. Alors, Snowpiercer, c'est une série apocalyptique, type de série que j'adore. D'ailleurs, si t'en connais, mets-moi ça en commentaire parce qu'en vrai, j'aime vraiment beaucoup ça. Les films apocalyptiques, les séries apocalyptiques, j'adore. On a un certain Monsieur Wilford qui a construit un train qui est continuellement en mouvement, dans lequel il a accompagné des gens. Donc c'est un train où il y a 1001 wagons, c'est un très long train quand même, hein. Et dans ce train-là, on voit en fait comment ça se passe à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur de ce train, on se rend compte que c'est une analogie de la société actuelle. C'est assez capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a des classes dans le train, il y a la première classe, la deuxième classe, la troisième classe, et les gens de l'arrière, les 100 classes comme on les appelle, ces 100 classes qui sont rentrées dans le train en fraudant en fait. Au moment de l'ouverture, ils sont rentrés dans le train en fraudant et ils ont accès à rien. Enfin c'est vraiment, ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi, enfin pauvres, il n'y a pas vraiment d'argent, mais ils n'ont pas de quoi vraiment manger, on s'occupe très mal d'eux, ils sont à l'arrière du train, il y a tout à l'avant. La première classe qui a le droit à tout dans ce train, ils ont des parties pour pouvoir bien manger, ils ont de l'agriculture dans le train, ils ont des serres, ils ont une boîte de nuit, enfin ils ont tout comme dans une vraie société, sauf que au lieu d'être à la verticale, c'est à l'horizontale. Et le but vraiment, ça va être pour la classe des 100 classes, justement, de tout changer, d'aller tout péter, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul train. Mais bien sûr, il y a des gardes, il y a des sécurités, donc c'est vraiment très dur de sortir du wagon du fond et de changer tout un système. Et à la tête de ce train-là, il y a Monsieur Wilford. Donc Monsieur Wilford, pendant très longtemps, je pense 2-3 épisodes, je sais pas exactement, on ne sait pas qui c'est, on sait qu'il est dans le train, on passe à travers la voix de Mélanie Cavill pour qu'elle transmette justement les informations dans le train, et qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça avance, on voit qu'il y a des problématiques, il y a notamment un meurtre dans le train, et ça fait qu'on va devoir aller chercher le seul ancien enquêteur, donc d'avant ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Il y a eu un froid glacial. Plus personne ne peut sortir du train, le train ne peut pas s'arrêter, parce que s'il s'arrête, après 10 minutes, les gens meurent de froid. On va résoudre ce crime, parce qu'en fait, c'est le second dans le train, et le seul ancien enquêteur, donc enquêteur dans la vie de tous les jours en criminologie, se trouve dans la 100 classe. Donc on fait remonter ce 100 classe, qui s'appelle... Comment il s'appelle d'ailleurs? Donc on le fait monter, et il est en contact direct avec Mélanie Cavill, mais il peut aussi se balader dans le train tout entier. Il y découvre des choses assez flippantes. Il y a beaucoup de mystères, il y a en même temps une enquête, et il y a en même temps tout un système. J'adore parler du système, comment le renverser. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la série The Platform. Série ou film? Je me souviens. Là, il y a un personnage qui, moi, m'a vraiment interpellée, qui est Mélanie Cavill. Comme je l'ai dit, on va analyser l'émotionnel, on va analyser
le professionnel, sa vie affective, sa vie amoureuse, familiale. Et pourquoi surtout j'ai envie de l'analyser, parce que vous verrez qu'elle va vous faire penser quand même au coaché que je pourrais avoir à un moment donné. Hein. Mélanie Cavill, qu'est-ce qu'elle fait dans ce train-là? Déjà, elle est chef de l'hôtellerie. Elle est la voix du train, donc celle qui fait les annonces, celle qui dit la météo, celle où... Mesdames et messieurs les passagers, les industries Wilford vous souhaitent une bonne journée. Elle est la directrice, parce que... Bon, je vous spoil directement, hein, parce qu'on se rend compte en fait que Monsieur Wilford n'a jamais été dans le train, et qu'en fait, pendant tout ce temps-là, donc quand même 7 années, la personne qui est dans le train, qui se cache derrière l'identité de Monsieur Wilford, c'est en fait Mélanie Cavill. Donc elle est la directrice. Vous êtes dans mon fauteuil. Désolé, patronne. Tout va bien. Je vous laissais juste un rapport. Vous avez eu une dure journée à veiller sur l'avenir de l'humanité. Je pourrais en dire long, mais en fait... Et elle est aussi ingénieure. Voilà, donc elle s'occupe de faire en sorte que le train continue à avancer, elle s'occupe de la vie de tout le monde en fait. Hein. La meuf elle a quand même 4 titres et c'est pas genre les petits titres où tu te lèves le matin et t'as 2-3 trucs à faire. Non, c'est la meuf elle est overbookée, elle a le temps pour rien à part pour le train. Est-ce que déjà ça vous fait... vous voyez le truc venir là, la meuf qui a le temps pour rien à part le business et sa mission quoi. Ce qui est déjà marrant, la première chose, c'est qu'on se rend compte qu'elle fait tout ça dans l'ombre de Monsieur Wilford et pendant 7 années. Est-ce qu'elle le fait consciemment ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle ne veut pas être sous le feu du projecteur? On se rend compte quand même au fur et à mesure des épisodes qu'elle l'a fait pour une raison de pas tout chambouler. Mais quand même, factuellement, il n'y a rien qui l'aurait empêché de le dire plus tôt. Donc je vous annonce quelque chose où Monsieur Wilford il est mort ou peu importe. Elle a attendu que ça se découvre, elle a attendu 7 longues années et je pense qu'en vrai si c'était dans la vie réelle, elle aurait eu l'occasion de le faire à d'autres moments mais elle l'a pas fait. Et donc je me demande s'il n'y a pas aussi une envie un peu de se mettre dans l'ombre. On voit naturellement que quand elle va avec l'autre personnage principal, le sans classe, directement quand il propose une autre alternative pour que le train fonctionne avec de nouvelles règles, elle est ok de pas être à la tête directement. Elle est ok d'être à la tête parce qu'elle sait que c'est comme ça que les choses vont bien fonctionner, elle veut pas mettre n'importe qui à la tête, mais elle s'en fiche un peu d'être sous le projecteur, quoi. Je devrais vous tuer sur le champ. Je peux vous livrer le train. Pourquoi vous feriez ça? Parce que le transpersonnage ne survivra pas si le commandant et les Folgers le dirigent. Mais je peux pas le faire toute seule. Je trouve que c'est déjà un trait de caractère qui est assez intéressant. C'est, je fais plein de trucs, j'ai plein de titres, je suis clairement celle qui fait que vous restez en vie, mais j'ai pas la reconnaissance et vous allez pas me reconnaître, c'est la mission qui prime avant même l'humain. Enfin, avant même elle-même, du coup. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle est cachée aussi derrière l'identité d'un homme. Alors, je sais pas si ça a été voulu, mais c'est marrant parce que juste avant qu'on découvre que c'était Mélanie Cavill, en fait, Monsieur Wilford, moi j'étais avec mon copain en train de regarder et on se demande, à ton avis, il ressemble à quoi, Monsieur Wilford et tout. Et moi, je m'attendais vraiment à voir un homme riche, vieux et blanc. Voilà. J'étais tellement contente de voir qu'il y avait de la représentation d'une femme assez jeune, assez dans l'empowerment, mais elle se cache derrière l'identité d'un homme, et c'est vrai que si on prend en compte le patriarcat et toutes ces choses-là, effectivement, ce qu'elle fait en fait dans le train, c'est un travail d'homme, entre guillemets. La meuf, elle gère tout un train, toutes ces choses-là. Normalement, on a l'habitude de voir des hommes à ces postes-là, Monsieur Wilford. Elle a un job, entre guillemets, d'homme, en tout cas, vu par la société comme un job d'homme. Encore une fois, est-ce que vous me voyez venir? Et on voit qu'elle prend pas beaucoup de temps pour elle. Elle sait qu'elle doit prendre du temps pour elle, en gros, on va dire, pour survivre, entre guillemets, et pour bien faire sa mission. Mais on la voit pas se reposer, on la voit même au contraire être fatiguée. On pourrait avoir une situation amoureuse avec l'autre ingénieur, mais elle ne le fait pas vraiment. Ils se font une partie de jambes en l'air une fois tous les 3 ans, tu vois. Quand vraiment elle doit relâcher la pression. Donc en termes de relations amoureuses, relations amicales, toutes ces choses-là, elle est plus dans le guérir que prévenir. Elle le fait passer en second plan, même si elle sait que c'est important. Tu aurais un moment à me consacrer? Ouais, Ravière, tu prends les commandes? bien sûr. On n'avait pas fait ça depuis la mort des abeilles. Je note un certain schéma de comportement. Mon Dieu, si seulement je pouvais ouvrir une fenêtre.
La mission, c'est laquelle? C'est quand même de maintenir le train en vie. Et d'ailleurs, on le voit dans sa vision qu'elle a le train. Au bout d'un moment, elle parle avec Layton, je m'en suis souvenue. Elle lui demande qu'est-ce que lui, il voit dans le train. Et elle lui dit ce qu'elle voit dans le train. Et elle, ce qu'elle voit dans le train, elle voit plus de 3000 vies qui essayent en gros de survivre et de continuer à vivre. C'est vraiment une phrase de message, ça, de mission, et ça se voit bien qu'elle est portée par ça. Et elle fait toujours passer ça en premier lieu, avant elle-même, avant ses relations amoureuses, et on le comprend vers la fin de la série, avant même sa famille. J'ai sacrifié ma vie pour ce train. On se rend compte au fur et à mesure de la série, en termes émotionnels, qu'il y a quand même de la honte et de la culpabilité qui est cachée derrière ça. On s'en rend compte quand elle va faire cette fameuse méditation, enfin cette expérience, comme ils le disent, dans le train de nuit, où en fait elle revoit sa fille. En vrai, elle fait une visualisation, elle a la coach qui part, elle rentre presque en hypnose, et elle voit sa fille, et elle se rend compte que voilà, il y a de la honte, il y a de la culpabilité de l'avoir laissée tomber. Je te demande pardon. Et donc c'est pas une meuf sans émotion qui fait, hein. Ça c'est presque le masque qu'elle met sur elle-même, la meuf forte, la fille qui est toujours là pour sa mission, son business et toutes ces choses-là. Mais en vrai, en arrière-plan, il y a des émotions. Il y a des émotions dans les autres domaines de sa vie. En vrai, quand on va creuser, on se rend compte que dans l'émotionnel, il y a des choses. Il y a des choses qu'elle ne divulgue pas, qu'elle ne s'autorise pas à voir d'elle-même parce qu'elle a peur de le découvrir. C'est d'ailleurs pour ça que pendant 7 ans, elle n'est jamais allée faire cette fameuse méditation. Que quand elle essaye de méditer, elle n'y arrive pas. Donc quand elle essaye de rentrer en elle, elle n'y arrive pas. Tu évites l'expérience depuis un bon moment. Maintenant, je sais pourquoi. Tu entres en toi-même, au plus profond, et encore plus loin. Quand la seule fois où elle exprime ses émotions, elle les exprime par compulsion, notamment à travers des parties de jambes en l'air. Avec l'autre ingénieur, les émotions sont plus tant que je contrôle, ça va. Mais en fait, elle les tient sous pape, tu vois, elle les met sous le tapis, et puis à un moment donné, elle sait que ça prend beaucoup de place, elle contrôle, ça va, mais elle sait que ça peut plus ou moins exploser, ça fatigue, toutes ces choses-là. Je veux juste respirer. S'il y a une personne qui a ce type de caractère dans la vraie vie, et j'en ai déjà vu, après 7 ans, ça finit pas comme ça. Hein. Vous êtes passé par des burn-out, il y a un moment donné, juste ton corps il lâche, il tient plus. À faire attention, c'est une meuf inspirante et tout, mais à faire attention à ne pas reproduire chez vous, quoi. Comme je dis, elle a tendance à prendre aussi tous les risques. C'est-à-dire que c'est elle qui enlève le câble dans le froid, elle a tendance à se mettre au front quand il s'agit de prendre des décisions risquées, mais pas au front quand il s'agit d'être félicitée. Et au grand monsieur Wilford. Et je me demande même si elle a de la facilité à vraiment honorer ses victoires ou si c'est plutôt du type je viens de faire la victoire, je suis contente, tout le monde est sauvé, mais je m'honore pas vraiment et je passe au prochain objectif qui est encore plus haut et il faut penser à ça. Je disais, elle a 10 000 casquettes, sauf celle d'elle-même, qu'on voit à la limite, un peu juste à la fin, quand elle sort et qu'elle pète un câble et qu'elle se détache en fait du câble pour aller courir sur l'autre train pour que l'autre train n'arrive pas. Vous voyez qu'il y a un mix feeling dans cette dernière scène parce qu'elle court sans le câble parce qu'il faut se dépêcher, mais elle pourrait le faire avec le câble. Et là, on voit que ses émotions ont pris le dessus. Dans l'autre train, non seulement ça peut être un problème pour les autres passagers, mais il y a son émotionnel à elle qui revient la galoper et se dire qu'est-ce qui va passer si Monsieur Wilford est là. Et vous le voyez, d'habitude, quand elle prend des risques qui sont quand même mesurés. Même quand elle détache le câble, elle est attachée, il y a des gens qui sont là dans la technique et tout. Alors que là, elle y va toute seule, elle ferme la porte à l'autre ingénieur, elle court sans le câble à se jeter et elle tombe d'ailleurs. Hein. T'as pris une décision sans me consulter. Voilà ce que je décide. Qu'est-ce que tu fous? Je ne ferai plus jamais confiance à Wilford. Alors je vais sortir pour libérer les commandes et d'une façon ou d'une autre. Tu vas faire avancer cette arche quand je ne serai plus là. Donc on voit bien que là l'émotionnel est un peu explosé. Et en général c'est ce qui se passe, c'est que quand on enfuit, dès qu'il y a une peur, un vrai risque qui arrive, une vraie autre décision qui doit arriver et qu'on n'arrive plus à tenir,
Bon bah ça explose, parce que contrôler ses émotions, ça veut pas dire savoir gérer ses émotions. Elle prend des décisions polarisantes. Donc, en fait, pour elle, ce qui est important, c'est que sa mission fonctionne. Et pour ça, elle est prête à prendre des décisions polarisantes, elle est prête à se mettre dans le risque. Les décisions qu'elle prend, c'est le fait de maintenir l'ordre, alors qu'on voit bien que pour elle, c'est pas vraiment l'ordre la plus éthique et laquelle elle croit vraiment, mais elle le fait avec la conscience que ça va marcher. Et vu que la seule option possible pour elle, c'est que ça marche, bon ben, je fais ça, quoi. Transpersonnage était ton idée. J'ai fait des choses discutables pour qu'elle continue de fonctionner. Tu as torturé des gens. Quand Layton lui propose une autre option pour que l'ordre soit maintenu dans le train, vu que c'est une option où ça va peut-être marcher, elle est ok de changer. Elle doit prendre des décisions polarisantes de geler les bras de certains passagers, de les enfermer dans des tiroirs. On se rend compte que quand elle les enferme dans des tiroirs, c'est pas pour les raisons qu'on pourrait croire d'elle. Vous vous souvenez de la définition de polarisance. On doit prendre une décision à un certain poste, et il y a des gens qui vont être totalement pour, et d'autres qui vont être totalement contre, mais ceux qui sont totalement pour ou contre jugent en fonction de leur valeur, et pas en fonction de la valeur de la personne. Et c'est ce qui se passe pour les tiroirs. C'est un très bon exemple, c'est-à-dire que les gens pensent qu'elle fait ça pour les endormir et un peu les emprisonner d'une certaine manière, alors que elle les met ici pour que s'il y a des survivants ou une nouvelle vie, ces gens puissent repeupler la Terre à un moment donné. Bon, du coup, quel est le problème ? Je pense que vous l'aurez compris parce que j'en ai déjà énuméré pas mal. Vous voyez du coup qu'il y a une vraie notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ma mission, pour le fait que je veux que ça marche absolument, pour le fait qu'il y a un truc plus grand que moi d'une certaine manière, eh ben je suis ok de sacrifier certaines choses. Et c'est ces certaines choses-là qui étaient en fait pour elle des choses importantes, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire ses relations amoureuses, sa relation avec elle-même. Quand vous faites la tête de mule à pas prendre soin de vous et faire passer un peu trop votre mission ou vos idées ou toutes ces choses-là en premier, eh ben à un moment donné, les émotions, la réalité, vos vraies valeurs hautes, toutes ces choses-là prennent l'escalier mais elles y arrivent. Donc voilà. En fait, on se rend compte qu'elle vit pas vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'elle vit pour faire, mais elle vit pas pour vivre. Elle a vraiment un modèle de travail aussi à la dure, sans demander réellement de l'aide. Pas demander de l'aide pour l'ultra nécessaire. Quand il s'agit de vraiment guérir, là il faut couper le câble, bon bah j'ai besoin d'aide. Là je peux pas aller dans la partie des 100 classes, donc il faut que quelqu'un y aille à ma place, donc s'il te plaît vas-y parce que j'ai vraiment autre chose à faire. York n'a pas pu s'empêcher de parler. Les mauvaises nouvelles circulent vite. Tu ferais bien d'y aller. J'espérais éviter l'arrière cette semaine. Enfin, tu adores avoir un prétexte pour porter ta fourrure. Mais elle va pas vraiment déléguer d'une certaine manière. Alors qu'elle pourrait, enfin je veux dire, même si elle est ultra intelligente et ultra badass, vous êtes quand même plus de 3000 dans ce train-là, je pense qu'il y a des personnes qui sont aptes à t'aider et sans que ça t'épuise autant. Mais elle a un modèle de travail un peu à la dure, quoi. Faut beaucoup faire, faut sacrifier des choses, faut les mettre de côté. Alors je dis pas que c'est pas le cas, enfin... Je sais pas d'ailleurs si t'as vu mon dernier podcast, je te le mettrai ici, c'est sur la notion de la recherche de liberté qui est perdue d'avance. Et je parle là-dedans de notion de sacrifice et de notion de liberté et comment les deux vont ensemble. Et je suis pas sûre que Mélanie Caville a écouté mon podcast. Est-ce que vous reconnaissez dans elle ou est-ce que au moins c'est quelqu'un qui vous inspire vraiment ? Parce que si c'est quelqu'un, un personnage qui vous inspire, c'est qu'il y a une partie de vous, même si vous n'êtes pas à son niveau à elle, pas en train de régler le problème de la planète et la survie de la planète, genre si vous êtes inspiré par ce type de personne, ça veut dire qu'il y a quand même certains traits en commun. Peut-être bon d'aller creuser un peu et d'aller trouver du coup des solutions à ça. Alors justement, on va passer dans la partie solution. Alors j'ai dit, relaisser de la place à ses émotions et ce qu'elle veut vraiment, qui elle est vraiment. Oui, c'est au lieu de traiter quand il y a un raz-de-marée d'émotions, c'est de les traiter en prévention. Je vous ai fait encore une fois un podcast, mieux vaut prévenir que guérir, et je vous explique de comment gérer ses émotions petit à petit et pas quand c'est trop tard. Je te le mettrai encore une fois dans le petit i. Voir qui elle est vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit qu'une des choses qui l'anime vraiment, c'est sa fille, Alexandra, parce qu'elle a voulu être une certaine personne, parce qu'elle avait des projections d'elle-même, être un peu à la tête finalement de sauver ces 3000 personnes. Elle est passée peut-être aussi à côté d'une identité qui était vraiment aussi elle-même. Je dis pas qu'elle est que la mère de sa fille, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle n'est pas que l'ingénieur, la directrice, elle a aussi sa partie à elle de femme, de maman et de toutes ces choses-là. Du coup, peut-être que le coaching Redevenir Soi aurait pu l'aider à se réapproprier sa vraie identité et pas juste qu'elle attendait d'elle. Évidemment, j'ai mis arrêter de courir. Alors on peut croire que la circonstance ne le permet pas et pourtant ils sont 3000 et beaucoup d'intelligents. La voie du train aurait pu être facilement déléguée. La chef de l'hôtellerie aussi, etc., etc. C'est pas forcément nécessaire
de le faire par elles. Un des premiers symptômes des personnes qui vont faire des burn-out, c'est que ces personnes-là pensent qu'elles sont indispensables dans ce qu'elles ont à faire. Et clairement, Mélanie, c'est ce qu'elle pense, c'est qu'à un moment donné, elle est indispensable presque un peu pour tout, pas au point non plus d'avoir la reconnaissance, attention, faudrait pas non plus célébrer ses fiertés et toutes ces choses-là, mais comme j'ai dit, dans la vraie vie, elle aurait fait un burn-out, quoi. C'est indispensable sur certains points, mais sur plein d'autres, tu ne l'es pas et ça peut tourner sans toi. Arrêtez de courir, se poser et demander de l'aide. Est-ce que les personnes qui sont inspirées par ce type de personnes ont de la facilité à demander de l'aide? Ou est-ce qu'ils ont dû apprendre? Ou est-ce qu'ils doivent encore apprendre à demander de l'aide? Je me demande. Ça me fait rire. Je savais que tu serais debout. Pas de répit pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Prends un peu soin de toi, Mélanie. On peut pas se permettre que tu tombes malade. L'approvisionnement devient un gros problème et maintenant tu t'occupes personnellement de cette histoire de meurtre. Je te remercie de t'inquiéter. Sincèrement. Il y a autre chose. Oui. Tu ne demandes jamais d'aide, t'as remarqué. Enfin, évidemment, déconstruction de son modèle de travail. Faire toujours plus, faire beaucoup, être indispensable, ne pas se tromper, devoir toujours prendre les décisions difficiles, etc., etc. Le travail à la dure. Et là, c'est tout un schéma émotionnel et de pensée qu'il faut remettre en question et culturel aussi. Et ça se fait en travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux pas juste dire aux personnes qui travaillent beaucoup, pose-toi, arrête de travailler. Non, parce qu'il y a des choses qui nous limitent, c'est-à-dire qu'on a été conditionné d'une certaine manière à faire les choses comme ça. Et il faut se déconditionner tout en sachant qu'on peut réussir même avec ce déconditionnement-là. Si ça fait écho avec vous sur votre business ou sur d'autres parties de votre vie, vous voulez trouver les solutions et vraiment les appliquer, tu le sais, comme d'habitude, tu peux avoir accès à une session stratégique offerte avec moi ou une des coachs de mon équipe. Et pour ça, tu as juste à aller sur le site. Prends le lien que je te donne, parce qu'en ce moment, on a un peu des problèmes de lien, mais après, tu passes par une session stratégique. Tu vas prendre cet appel et on va voir ce qui est possible de mettre en place pour toi, quoi. Je voulais quand même finir avec un mot, c'est que malgré tout ça, malgré la déconstruction et malgré le fait que voilà, ce serait bien qu'elle fasse ça et qu'elle mette ça en place, je peux pas quand même m'empêcher d'être inspirée par ce type de personne, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire, putain, la meuf, elle est badass, j'adore, go! Tu t'emportes un peu des bras. Je trouve que ça fait du bien d'avoir de la représentation de femmes comme ça. Là, on a de la représentation de femmes fortes. J'aimerais bien une représentation de femmes fortes et vulnérables, parce que les deux vont ensemble. Peut-être que j'aurais vous en faire un podcast d'ailleurs. Force, faiblesse, vulnérabilité. Voilà, comme dit, je peux pas quand même m'empêcher d'être un peu inspirée et quand j'ai fini de regarder ça, j'ai envie de faire tout plein de trucs, tu vois. Comme d'habitude, si tu veux faire le prochain pas, tu le sais, je te mets le lien en bio, ça va être sur mon site internet et tu pourras prendre une session stratégique avec nous. Je te laisse sur ça et je te dis à la prochaine. Bye bye.